Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour vous accompagner lors de ce nouveau numéro de votre émission Talk Show Ramadan Prime en direct sur Al24 News. صحة صيامكم صحة رمضانكم إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. Le plaisir d'être accompagné comme tous les mercredis et jeudis soirs par une très belle équipe. Nariman Zol Saadouni, bonsoir, صحة فطورك. Bonsoir Fatima Charef, صحة فطورك, صحة فطوركم, chers collègues, chers téléspectateurs. Et puis j'espère qu'on va passer 2 petites heures ensemble. On va Inch'Allah, elles seront très agréables, Nariman. Ah oui, sans doute. Inch'Allah. Merci beaucoup d'être parmi nous, Nariman. Iman Merad, bonsoir. صحة فطورك aussi. Bonsoir Fatima, صحة فطورك. Bonsoir à mes amis, à mes collègues et صحة فطور à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être parmi nous également, Iman. Zaki Mihoubi, bonsoir. صحة فطورك aussi. Bonsoir, صحة فطورك Fatima Charef, صحة سحور à toute l'équipe qui est avec nous ce Pas soir. encore, صحة فطوركم. J'ai de l'avance, je préfère avoir de l'avance et aussi en profiter pour féliciter le nouveau look de Madame Charef. Merci, avec les petites lunettes. C'est surtout ça en fait. Merci beaucoup Zaki Mihoubi et merci d'être parmi nous ce soir. Samar Hamadi, bonsoir et merci d'être parmi nous. صحة فطورك. Merci Fatima, صحة فطورك, صحة فطور nos chers collègues et صحة فطور tous nos téléspectateurs. Et comme à chaque fois, je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci infiniment Samar. Abd Malik Belhaouchat, bonsoir. صحة فطورك. صحة فطورك Fatima Charef et صحة فطور à tous nos chers téléspectateurs sur Al24 News et excellente émission. Et merci d'être parmi nous également, Abdelmalek Belhaouchet. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au cœur de notre émission ce soir, la Palestine, en particulier la bande de Gaza qui fait face à une crise humanitaire persistante en raison des attaques de l'ennemi sioniste et du blocus imposé depuis 2007 et particulièrement depuis l'agression sioniste du 7 octobre 2023. Asma Al-Aid revient sur les restrictions des aides humanitaires acheminées vers la Palestine occupée. Vous suivrez également ce soir, mesdames et messieurs, la chronique de Imen Merad qui s'intéresse ce soir à l'art culinaire entre tradition et innovation technologique. Et bien entendu, on reçoit ce soir des invités comme d'habitude et le plaisir d'avoir ce soir parmi nous sur le plateau Lies Qsantini, artiste, acteur. Il est également le commissaire du Festival international du Melouf. On aura également parmi nous ce soir, mesdames et messieurs, Yasmina Sellem, chef de cuisine, auteur du livre sur l'histoire de la cuisine algérienne, ainsi que le chorégraphe et danseur Bilal Boubred. Dans le close-up de ce soir, on ira faire une visite au Musée national de la calligraphie islamique de Tlemcen, un établissement de calligraphie bien entendu culturel unique qui célèbre l'art de la calligraphie islamique dans toute sa splendeur. Une visite guidée ce soir proposée par Mohamed Wali Ben Chaban. Et on ira sentir les épices qui jouent un rôle essentiel dans la cuisine égyptienne, ajoutant saveur aux plats traditionnels. Un reportage bien épicé ce soir signé Maria Chouir à suivre dans cette émission. On aura également parmi nous ce soir, mesdames et messieurs, le comédien Nidal Mellouhi. Il sera en direct par Skype depuis Paris. Il a joué dans le feuilleton L'Ifetmet. Vous suivrez également le portrait du jeune chanteur et comédien Annabi Oussama Djourourou. Et Fillah Leili sera en direct avec nous ce soir du Palais de la Culture Moufdi Zakaria pour le coup d'envoi du Festival national de la chanson Cherbi. Donc voilà le menu qui vous attend ce soir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous rester fidèles. On commence tout de suite avec l'essentiel. Et comme je vous le disais, mesdames et messieurs, il y a quelques instants, la Palestine au cœur de notre émission ce soir, en particulier la bande de Gaza qui fait face à une crise humanitaire persistante en raison des attaques de l'ennemi sioniste et du blocus imposé depuis 2007 et particulièrement depuis l'agression sioniste du 7 octobre 2023. Les aides humanitaires sont essentielles pour répondre aux besoins fondamentaux de la population palestinienne, notamment en matière d'alimentation, d'eau, de soins, de santé et d'abri. Les restrictions imposées par l'occupant sioniste sur l'accès à la bande de Gaza et à la Cisjordanie entravent souvent la livraison de ces aides, exacerbant bien entendu la crise humanitaire en Palestine. Et Asma Al-Aid y revient dans ce reportage.
Le génocide se poursuit à Gaza. La population civile de l'enclave n'a pas été épargnée par la barbarie du bourreau sioniste, un enfer que vivent les Palestiniens sans aucun répit. Il ne se passe pas un jour sans que des dizaines, voire des centaines de Palestiniens tombent en martyrs, portant le bilan global à près de 49 000 martyrs et plus 212 000 blessés. Mardi soir, l'agression sioniste contre les civils palestiniens a repris en commettant un véritable carnage. 1000 martyrs en à peine 48 heures. Le bourreau sioniste viole ainsi l'accord de cessez-le-feu qui a débuté le 19 janvier dernier. On retourne vers une situation qu'on a déjà connue et qui est extrêmement tendue et difficile, voire plus grave que celle amorcée à la suite de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. La situation dans la bande de Gaza est catastrophique et se détériore de minute en minute. Privés d'aide humanitaire et de protection depuis 2 semaines, les enfants palestiniens sont confrontés à des conditions de vie extrêmement préoccupantes, a mis en garde l'UNICEF. De nombreuses structures de santé à Gaza sont littéralement débordées après de nouveaux bombardements de l'armée d'occupation sioniste et la situation se détériore rapidement, a prévenu la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. L'entité sioniste a également imposé un blocus paralysant l'enclave palestinienne, exposant sa population, en particulier les habitants du nord de la bande de Gaza, à la famine. Environ 85% des habitants de Gaza ont été déplacés par les attaques sionistes dans un contexte de grave pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites selon les Nations Unies. Plus d'1 million de Palestiniens risquent d'être privés de colis alimentaires dans la bande de Gaza en ce mois sacré du Ramadan si les approvisionnements en aide ne sont pas autorisés à entrer dans le territoire, ont averti des agences humanitaires des Nations Unies. Les actions de l'entité sioniste semblent correspondre à la définition du nettoyage ethnique. Le but du bourreau sioniste est très clair, la déportation de la population de Gaza et l'empêchement définitif du retour des Palestiniens à leurs terres. Et c'est le 20e jour du mois béni de Ramadan et les temps sont toujours aussi durs pour nos frères palestiniens. Nariman Sadouni. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire que l'histoire pourra avoir assisté à 2 grands génocides, sans citer bien sûr Nagasaki, Hiroshima, la guerre du Vietnam. Je citerai la guerre de libération nationale qu'a menée mon pays contre l'envahisseur collectionneur de crânes. Et cette guerre génocidaire, c'est plus qu'une guerre, c'est un envahissement, c'est une déshumanisation. C'est-à-dire que le sionisme, tel qu'on le voit aujourd'hui, avec toute sa progression inhumaine, est arrivé à un stade où l'homme, grand H, n'a plus de valeur. Ils essayent de dénuer complètement le Palestinien, soit le musulman, il faut le dire, de toute sa nature humaine, de toutes ses traditions. La tradition de Ramadan, ils n'ont même pas pu accomplir leur jeûne normalement. Ils ne pourront pas fêter l'Aïd, qui est une fête qui rassemble. Cette fête, ils vont la fêter dans le deuil. Donc, ils vont être rassemblés pour pleurer ceux qui ont disparu, qui ont été assassinés et massacrés. Merci beaucoup, Nariman Sadouni. Iman Merad. Alors, que dire ce qui se passe à Gaza, je pense qu'on ne peut ne pas être affecté. Depuis le 1er mars, donc la première phase de la trêve a expiré. Et là, le Hamas veut passer à la deuxième phase de la trêve. Mais l'entité sioniste met des barrières. Et la preuve, on assiste à un carnage, à une épuration ethnique. Donc en 48 heures, près de 1000 morts en plein mois du Ramadan. Et je pense qu'on ne peut ne pas être sensible
sensibles à cette cause-là. Et malheureusement, les Palestiniens sont dans la résilience et l'aide humanitaire peine à arriver. Mais ils continuent de résister. Et comme a dit Neriman, c'est vrai que l'Aïd va être difficile pour eux cette période très difficile. C'est-à-dire que l'entité sioniste n'a même pas respecté ce mois de Ramadan. Merci infiniment, Iman. Zeki Mehoubi. Moi, je reste scotché devant cette hypocrisie occidentale qui veut que l'on parle tout le temps, même sur les réseaux sociaux, sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, au détriment de l'actualité, en fait. Parce que c'est ça, l'actualité. On ne peut pas rester de marbre quand on apprend qu'on est à 1000 martyrs en 48 heures. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi ce blackout médiatique? Pourquoi? Je veux dire, j'en veux même à TikTok qui se voulait dans un premier temps comme une plateforme neutre. Maintenant, silence on tue. Voilà, c'est comme ça. Prenez-le comme vous voulez. Et franchement, je trouve pas les mots en fait pour qualifier. C'est de la sidération pure et simple en fait. Merci beaucoup Zeki. Samar Hamadi, tfadli. Alors Fatima, moi je ne m'attendais pas à grand-chose de cet accord de cessez-le-feu du 19 janvier. Je m'attendais à ce que les hostilités reprennent et ça reprend de plus fort. Donc le drame palestinien remonte très longtemps, si on parle de l'invasion en 1948. Donc ce drame ne se limite pas à cette année. Quand on parle d'une joie gâchée, c'est une joie gâchée. Il y a une mère qui va passer l'Aïd sans ses enfants, sans son mari. Il y a un mari qui passe sans sa famille. Il y a des familles qui ont disparu carrément. Tout le monde est décédé. Et Fatima, quand on est heureux, la première des choses qu'on a envie de faire, c'est de partager notre joie. Mais là, les familles se trouvent à ne plus pouvoir partager leur joie parce que on se retrouve orphelin, on se retrouve sans personne. Donc c'est une joie. Des familles entières ont été décimées. Carrément. Merci beaucoup, Samar. Abdelmalek, tfadal. Alors, Fatima Charef, quand on parle de la Palestine, exactement, la Palestine, c'est presque 2 ans de bombardements incessants. Des bombardements qui ont rendu les rues de Gaza éventrées, les maisons en ruine et des familles décimées. Ceci dit, la population ghazaoui est en train de vivre l'un des ramadans les plus sombres de son histoire. Et durant justement ce mois de Ramadan, on a pu voir que l'espoir ne s'était jamais éteint. Le Ramadan a fait revivre chez les Palestiniens un espoir de vivre. Alors si les bombes, par exemple, ces bombes tentent d'anéantir la population palestinienne, elles ne peuvent pas toucher la dignité des Palestiniens, encore moins leur envie et leur ambition d'exister et d'avoir un État palestinien indépendant et libre. Voilà. Donc tout cela se fait et se passe sous les yeux de la communauté internationale qui décide de rester silencieuse et parfois qui décide même de par son silence d'être alliée à ce génocide sioniste par son inaction et son silence. La complicité. C'est la complicité, voilà. Merci à vous. C'était donc l'essentiel, mesdames et messieurs. Et la cause palestinienne est essentielle en Algérie. On continuera de suivre l'actualité en Palestine et on ne cessera d'en parler dans nos différentes émissions. Nous allons parler maintenant de l'art culinaire, mesdames et messieurs, un domaine en constante évolution où les traditions séculaires rencontrent les innovations technologiques. D'une part, nous avons les chefs cuisiniers qui s'inspirent des recettes et des techniques traditionnelles pour créer des plats authentiques et savoureux, et d'autre part, les progrès technologiques tels que la cuisine moléculaire, tels que les fours à induction, les robots de cuisine offrent de nouvelles possibilités pour expérimenter et innover, et c'est justement la chronique de Imen Merad ce soir. Tfadli Imen. Tout à fait, Fatima. Merci pour cette introduction. Donc, au-delà des robots, donc d'autres formes de technologie font leur entrée dans l'art culinaire, donc à l'instar des fours nettoyants, auto-nettoyants ou des logiciels de gestion de commandes sur le flux de travail en cuisine. Donc la tendance future évoque justement l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle, on en parlait dans les émissions précédentes, donc pour personnaliser des expériences culinaires, ainsi que le développement des cuisines
entièrement automatisée. Donc pour rester compétitives, les entreprises doivent non seulement adopter ces nouvelles technologies, mais aussi s'assurer qu'elles disposent des talents nécessaires pour mettre en œuvre justement ces expériences. Donc vous avez, on peut parler aussi de la crypto-monnaie, donc qui est en vogue, que ce soit à Prague, à New York ou encore à Toulouse, dont de plus en plus de restaurants adoptent la crypto-monnaie donc comme mode de paiement, donc marquant justement l'alliance entre la technologie financière et l'art culinaire. Les entreprises commencent également à explorer le potentiel du blockchain, donc apportant sécurité et transparence à leurs transactions. D'un autre côté, vous avez les forums. Et comme vous le venez de le dire, donc les forums et les plateformes communautaires qui deviennent de plus en plus appréciés par les citoyens, donc discuter, échanger, partager des recettes ou encore découvrir de nouveaux produits. Cette nouvelle forme d'échange virtuel transforme complètement l'essence même de la cuisine, donc l'absence de la chaleur humaine qui font de l'art culinaire quand même un moment assez particulier. Donc un moment de partage et d'apprentissage aussi. Donc aujourd'hui, on apprend seul, on cuisine seul et parfois on mange même seul, Fatima. C'est vrai. Donc l'apparition des nouvelles technologies dans l'art semble surréaliste et pourtant on assiste à de nouvelles initiatives qui transforment complètement une simple recette de cuisine en une expérience numérique vraiment unique, témoignant de cette fusion entre modernité et tradition. On peut aussi évoquer le mode de cuisson, si on peut en parler. Donc la technologie a également transformé quelques techniques de cuisson traditionnelles. On peut citer la cuisson sous vide, par exemple, donc une méthode de cuisson qui est assez lente, qui est précise et qui permet de conserver les saveurs, les nutriments et la texture des aliments, donc qui offre des résultats vraiment exceptionnels qui est très difficile à atteindre avec des techniques de cuisson conventionnelles. Il faut l'admettre que les nouvelles technologies apportent une touche que l'humain n'arrive pas à faire. Donc vous avez les feux de bois d'il y a longtemps et maintenant il y a les fours extrêmement sophistiqués qui nous donnent des résultats déjà en termes de temps plus rapides que les cuissons. Mais à mon avis, le goût ne sera pas le même. Pas du tout. Voilà, parce que déjà, nous, dans notre cuisine traditionnelle, on cuit toujours à petit feu, vraiment, et on mijote. Mais avec l'ère du digital, tout va vite et on veut cuisiner vite et rapidement et il faut qu'il y ait du goût aussi. Donc, en fait, le challenge, je pense, qui réside ici, c'est bien qu'on aille dans la vitesse, mais il faut garder quand même l'authenticité de nos plats. Okay. Donc, ces innovations, elles s'invitent à nos tables, mais aussi à celles des grands chefs. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous aurons tout à l'heure la chef Slam avec nous. On est en train de la voir dédicacer son livre. Voilà, son livre. Donc, ces innovations, elles procurent vraiment des visions inédites. Loin de nuire, on va dire que c'est loin de nuire à l'essence même de la cuisine, mais on va dire qu'elles viennent l'enrichir, l'embellir. Elles promettent un avenir où le numérique et le culinaire pourraient coexister en parfaite harmonie. Donc on peut dire que les nouvelles technologies permettent de gagner du temps, permettent d'avoir un visuel différent peut-être. Si vous avez, nous, on coupe à la traditionnelle, après... En fait, c'est un peu plus, c'est plus rapide, c'est plus sophistiqué, plus esthétique. Ouais. Après, le goût, ça dépend des goûts. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Exactement. Iman, alors, Nariman Saoul-Sardouni, est-ce que vous aimeriez avoir un robot à la maison qui vous fait à manger de temps en temps, non? Non, pas du tout. Je voudrais revenir justement. Ça rejoint un peu l'histoire de l'art. Oui. L'art a évolué à un certain rythme. Il y a eu des courants, des tendances, des écoles, l'impressionnisme, l'expressionnisme, le surréalisme. Et l'art culinaire, étant un art, a évolué au même rythme et de la même manière. Il y a eu aussi la cuisine du soleil. Il y a eu donc la cuisine du soleil, c'est-à-dire l'impressionnisme dans moléculaire. Donc, que cela soit dans le cinéma,
la peinture, l'art culinaire, les choses avancent au même rythme et de la même manière. C'est ce qu'on pourrait dire. Je ne sais pas, tu es d'accord? Oui, à 50%. Je suis D'accord, à je garde les 50%. 50. Voilà. Est-ce que cela va impacter notre cuisine traditionnelle? Je pense que ça dépend des personnalités. Vous avez des personnalités très conservatrices. Moi, si je prends par exemple ma mère est très conservatrice. Ma mère, elle n'utilise pas pour Comme toutes couper, les Algériennes. voilà, ni robot, c'est le couteau à la traditionnelle, même si ça lui prend 10 minutes en plus. Pour elle, ça donne pas le même goût. Le détail. Et je pense que oui, parce que nous, quand on fait avec les robots, ça donne pas le même goût. Après, ça reste la touche toujours de la maman. Mais en termes de gain de temps, c'est vrai que ça apporte beaucoup à celui qui cuisine. Et on ne peut pas dire que ça va alterner peut-être le goût, mais ça va apporter beaucoup plus de simplicité que la cuisine traditionnelle. Moi, je pense que ces produits de la nature qu'on appelle ni'ma, il faut qu'il y ait un rapport tactile et affectif avec la pomme de terre, la carotte. Oui, un rapport. Moi, éplucher ma pomme de terre, c'est un plaisir, être en Mais quand contact. on a le temps, Nariman. Oui, c'est vrai, je suis en retraite, donc alors je peux me le permettre. Mais quand on n'a pas... Oui, voilà. Mais on Je peut pense que remarquer cette nouvelle aujourd'hui technologie est beaucoup que plus... même l'intelligence artificielle s'est mise dans la cuisine. Oui, aujourd'hui. c'est ça. C'est- C'est voilà. mise, oui. ChatGPT aujourd'hui te Oui. conseille des recettes Ah oui. avec Si vous avez 2 ingrédients, vous ne savez pas quoi faire, vous Au frigo, introduisez, il vous donne un... tu écris, Voilà, donc, ChatGPT je reviens au et temps. Toutes les étapes qu'il faut Voilà. suivre pour préparer le C'est-à-dire plat. que la cuisine traditionnelle, on va dire, c'est pour les personnes qui ont du temps et qui aiment cuisiner. Et la cuisine moderne, c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, peut-être pour les personnes qui travaillent, qui arrivent à une... Je pense que... Mais après, les grands chefs aussi utilisent les nouvelles technologies parce que justement, ils C'est la doivent aller vite et ça les aide beaucoup. Et c'est Peut-être leur que ça les métier. aide à innover. À innover Peut-être, surtout, ouais. voilà, il y a Ouais. de l'innovation et les plats sont sophistiqués et la présentation est différente. C'est normal, on est au restaurant, donc c'est pas comme à la maison. À la maison, on fait un peu à la va-vite. Mais les grands chefs utilisent énormément les nouvelles technologies pour justement gagner du temps, avoir un meilleur visuel, service Dans rapide. l'esthétique oui. aussi Oui. du plat. Donc, Samar Hamadi, plutôt cuisine moderne ou traditionnelle? Moi, je suis cuisine Question traditionnelle. personnelle. J'adore la cuisine traditionnelle, j'adore cuisiner pas à pas, j'adore couper l'oignon tranquillement, sans robot. Sans robot, hein? Oui, exactement. Mais n'empêche que le temps l'exige maintenant, parce qu'on Alors, on travaille. me dit que vous cuisinez très bien, Samar. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. Quelqu'un pourrait le confirmer, mais j'ai pas envie de lui poser la question. La cuisine traditionnelle, oui, je pense que je maîtrise la cuisine traditionnelle parce que je viens d'un village, je suis villageoise, je peux dire que je suis de... Voilà, de quel village exactement? Je suis de la Kabylie, de Très bien. Tedmeit exactement, je suis de Tizi Ouzou. On les de la salue grande- tous, hein. De la grande Kabylie et on est très méticuleux sur l'ingrédient, sur la méthode, donc les robots, je dirais peut-être oui plus tard, mais pour le moment non. Très bien. Très très bien, merci beaucoup Samar Merci, Hamadi. Et pour clore la chronique de Iman Merad, certainement cette fusion de tradition et de technologie permettra de réinventer les classiques, de découvrir également de nouvelles saveurs et de pousser les limites de la créativité culinaire. Restez avec nous, on se retrouve juste après la publicité. Deuxième partie de votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News en direct, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous prêter attention et d'être avec nous tous les soirs du dimanche au jeudi, du dimanche au mardi en langue arabe, mercredi et jeudi en langue française. Si vous venez de nous rejoindre, nos chers invités viennent de s'installer. Nous recevons ce soir, mesdames et messieurs, le ténor de Constantine, Lies Qsanteni, artiste, acteur également et commissaire du Festival culturel international
national du Malouf. Madame Yasmina Sellam est également présente parmi nous ce soir, chef de cuisine, auteur du livre sur l'histoire de la cuisine algérienne. Également parmi nous ce soir, le jeune chorégraphe et danseur Bilal Boubred. Bonsoir chers invités, Madame Yasmina Sellam, marhaba bik. Sahar Ramadan, kul aam wa antum bkhair, Inch'Allah. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation. Merci. C'est un plaisir de revenir à L24. J'espère qu'on va passer un agréable moment avec vous et les téléspectateurs qui nous regardent. Certainement, ils vont passer d'agréables moments en votre compagnie, Madame Yasmina Sellam. Lias Santini, bonsoir, Sahar Ramadan, wa kul aam wa antum bkhair, Inch'Allah. Ramadan Karim à tous les présents ici, à tous les chroniqueurs, à tous les artistes, à toi, Fatima, kul aam wa antum bkhair. Merci beaucoup. Alors Bilal Boubred, bonsoir. Sahar Ramadan, wa kul aam wa antum bkhair aussi. Merci beaucoup. Sahar Ramadankoum, Sahar Ftorkoum. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est nous qui sommes ravis, merci. Merci. Merci pour l'invitation. Marhaba bik fi ay waqt. Alors, je suis sûre que vous avez pu suivre un petit peu le débat. Vous étiez au niveau de la régie. Alors, Madame Yasmina Sellam, après avoir suivi le débat, une question directe. Que peut-on faire aujourd'hui pour préserver la cuisine traditionnelle algérienne? Bien sûr, nous sommes en Algérie, nous défendons notre pays. Très bien. Avant de vous répondre, je voudrais dire à toutes les personnes, il y en a eu beaucoup, qui m'ont envoyé des messages lors de mon dernier post Instagram. Je vous remercie. Je vous retrouverai très bientôt, Inch'Allah. Tous les commentaires étaient extraordinaires et ça me permet de sentir que je fais quelque chose qui plaît aux Algériens en Algérie et Mais la bien sûr que ça nous plaît, Madame Sellam, bien sûr. Voilà, donc je leur dis merci beaucoup et ça m'a fait chaud au cœur. Alors pour répondre, comment peut-on préserver notre patrimoine? La meilleure façon, c'est de l'inventorier et de l'écrire. Très bien. Parce que sans l'écrire... Chose que vous avez faite d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, moi j'avais compris qu'il fallait écrire et j'invite toutes les personnes dans tous les domaines du patrimoine algérien, toutes les personnes qui ont la capacité d'écrire, de l'écrire pour le fixer dans le temps et bien sûr écrire avec beaucoup de références historiques parce que c'est avec les références historiques que nous pouvons dire ça c'est vrai, c'est telle année qu'on a fait ça. Et je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas de peuple sans patrimoine. Donc ceux qui nous traitent de patrimoine, ce n'est pas vrai. Donc, tous les peuples du monde ont un patrimoine. Donc on va trouver des pays où les patrimoines se ressemblent. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que chacun, dans son pays, dans la fraternité avec tous les peuples du monde, écrivent son patrimoine pour le préserver et puis pour pouvoir présenter quelque chose aux autres peuples qui ne nous connaissent pas ou là qui ont des similitudes, ont envie de nous connaître aussi. De nous connaître et puis qui ont des similitudes avec nous pour voir quels sont les points qui nous unissent parce que la culture doit unir les hommes sur terre et non pas le contraire. Très bien. Et qui dit cuisine, Madame Sellam, dit épices. Quelle est l'importance des épices dans la cuisine? Alors, dans la cuisine de façon générale et dans la cuisine algérienne, c'est deux choses différentes. Dans la cuisine mondiale, les épices sont très, très importantes. Et chaque pays a des épices de prédilection. Les cuisines ou les gastronomies du monde, dans chaque région du monde, les gens utilisent des épices et beaucoup moins d'autres. En Algérie, nous avons cette particularité, c'est que nous n'utilisons pas trop d'épices et nos épices sont dédiées à des plats spéciaux. C'est-à-dire, tel plat, on le fait avec telle épice et on ne met pas autre chose. Et donc, ça nous permet d'avoir des goûts, un éventail de goûts extraordinaire, très particulier. Et avec les yeux fermés, vous goûtez, vous savez ce que c'est comme plat. Parce qu'il a ses propres épices qu'on utilise avec parcimonie. Et on a envie de vous emmener tout de suite et sans plus tarder en Égypte. Les épices jouent un rôle essentiel dans la cuisine égyptienne. L'Égypte est réputée pour ses épices de haute qualité telles que le ou la cardamome. C'est bien cela, Madame Sellam. Les clous de girofle, le cumin également, la coriandre et la cannelle. Ces épices sont souvent utilisées pour préparer des plats emblématiques comme le
kouchari, le falafel, shawarma al-masriya ou encore le mahshi. Les marchés égyptiens comme le célèbre souk Khan al-Khalili au Caire regorgent d'épices fraîches et de haute qualité, offrant aux visiteurs une expérience sensorielle inoubliable. Un reportage tout de suite signé Maria Chouir. Pendant le mois sacré du Ramadan, l'Égypte, comme tout autre pays musulman, vit au rythme de la tradition et des coutumes ancestrales. Les commerces d'épices deviennent des lieux incontournables pendant ce mois sacré. Au cœur du Caire, Harres Spice Shop témoigne d'une activité profondément enracinée en Égypte. Au début, c'était une simple épicerie vendant des épices et des graines. Par la suite, la réputation de Hajj Abdelrahman dans le domaine des herbes médicinales s'est développée et il a obtenu le titre de maître des herboristes du Centre national de recherche. Les universités et les centres de recherche ont ensuite commencé à s'appuyer sur ce lieu comme référence scientifique et historique. L'entreprise s'est désormais lancée dans la production de cosmétiques et de produits à base de plantes. De 1939 jusqu'à aujourd'hui, ce fameux Spice Shop a fait le voyage de simple épicerie familiale à une entreprise de renom. Harras est désormais un acteur majeur de destination incontournable pour les herbes, les huiles et les remèdes naturels. Je cherchais une huile capillaire, alors je suis venu ici et j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est mieux que toutes les crèmes industrielles. Ici, tous les produits sont naturels et c'est une marque reconnue. Vendus en grains ou en poudre, ces petits riens font la richesse de toutes les saveurs. Le mois sacré est une période où la nourriture devient un moyen de renouer avec les traditions culinaires culturelles et les épices en font partie intégrante. Les épices sont la base de la cuisine égyptienne et sont présentes dans chaque foyer. Depuis très longtemps, on trouve chez Abdelrahman Harrez des épices comme le cumin, le poivre, le piment, la coriandre, la cardamome et le laurier, ainsi que de l'oignon et de l'ail en poudre. Tout est bon et frais, franchement. Au fil des années, Harrez a ajouté le café à son assortiment, chose qui a véritablement élargi son influence. Le café associé à des épices comme la cardamome est rapidement devenu un produit phare, attirant une clientèle locale et internationale en quête de saveurs authentiques. Le mélange de café spécial avec un peu de cardamome, il est bien fait. C'est leur spécialité, les épices aussi. Les épiceries d'épices sont bien plus que de simples magasins. Ce sont des gardiennes des traditions et des ponts entre le passé et le présent. Dans chaque étagère, une promesse, celle de transmettre des saveurs qui traversent les générations. Et on revient d'Égypte tout de suite en Algérie pour aller à Constantine avec le ténor de Constantine, bien sûr, qui est parmi nous ce soir, Liasr Santeni. Rebonsoir. Alors, après avoir suivi ce reportage, vous allez nous parler des épices dans la wilaya de Constantine. Constantine a sa particularité en art culinaire et en art vestimentaire et même en termes d'épices. Donc, chaque plat qui m'a dit madame, donc chaque plat a ses épices. كيما نقولها ماشي كيما البلدان الاخرى يديروا des épices partout هكذا حنا c'est chaque plat et ses épices. Donc c'est ça la force de l'art culinaire algérien en général. Très bien. Et comment ça se passe pendant ce mois béni de Ramadan, Lias? حنا étant يعني les hommes في الدار pratiquement حنا ما نشوفوش les épices حنا نشريوهم. Vous arrivez à les reconnaître quand vous allez au marché? C'est vous les femmes qui تعرفوا. Et est-ce que vous arrivez à les reconnaître quand vous allez les acheter au marché? Non, أنا نعرف واحد نقول له هي قالت لك بعث لي كذا وكذا وكذا وكذا. Tel épice. Donc أنا في طبيعة je prends beaucoup de clous de girofle. Donc في الفطارة quand je dis clous de girofle, donc j'adore les clous de girofle. ولفت les clous de girofle et c'est grâce à ça que j'ai arrêté la cigarette. Donc بقيت هكذاك. Sinon, l'île étant un peu fort, donc je prends des tisanes, je prends des trucs médicinaux afin de naqshouer le ventre. Très bien.
Merci infiniment. Alors je vous propose les amis maintenant, ainsi que vous chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'aller tout de suite au Palais de la Culture Moufdi Zakaria dans la capitale, retrouver notre journaliste reporter Fillah Leili qui est sur place justement pour la couverture du coup d'envoi du Festival national de la chanson Chabi. Bonsoir Fillah. Bonsoir Fatima. Alors Fillah, vous êtes au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Et vous allez nous décrire un petit peu l'ambiance et nous donner également le programme de ce festival. Tfadli Fillah. Bonsoir Fatima, bonsoir Sahaf Tourek et Sahaf Tour, tous nos téléspectateurs. Donc nous sommes au Palais de la Culture Moufdi Zakaria pour l'ouverture de la 14e édition du Festival national de la chanson Chabi, donc prévu du 20 au 23 mars ici au Palais de la Culture. Donc cette édition verra la participation de 17 candidats dont 2 voix féminines. Fatima, cette édition rendra hommage au maître, le cardinal de la chanson Chabi El-Hajj Mohamed El-Anqa, donc pour reconnaissance de ses efforts dans la création de ce genre musical. Donc Fatima, si on parle de la chanson Chabi de ce festival, on parlera également de la formation qui est un atout de cette édition avec l'organisation des masterclass à Adar Abdeltif. Donc Fatima, rappelons que ce festival lancé en 2006 a pour but donc de découvrir de jeunes talents dans ce genre musical et aussi pour rendre hommage au maître de la chanson Chabi, donc qui fait partie de notre patrimoine et de notre identité nationale. Très bien, on va justement rappeler là que le commissaire du Festival national de la chanson Chabi est M. Abdelkader Ben Damash. Alors là, le festival durera jusqu'au 24, c'est bien cela hein? Oui, du 20 au 23 mars au Palais le 23. de la Culture. Et est-ce donc qu'il les y a... amoureux de la chanson Chabi seront au rendez-vous. Les amoureux de la chanson Chabi seront au rendez-vous ici au Palais de la Culture à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 mars avec des soirées artistiques, avec la participation de célèbres artistes dans la musique Chabi, tels que Cheikh Abdelrahman El-Qoubi. Très bien. Merci infiniment, Fillah Leili. Nous rappelons que vous étiez en direct à partir du Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger pour le coup d'envoi du Festival national de la chanson Chabi. Alors, Lias Santeni, certainement, vous êtes fan de la musique Chabi aussi. Bien sûr. Quels sont les chants que vous aimez? Ou qui sont les chants que vous aimez? C'est l'Anqa, c'est Bougtaya. Allah yarhamou, c'est l'Anqa, Rabbi yarhamou. C'est Bourdib aussi que j'adore. Et Chaou, on finit avec Chaou. Très bien. Et pour Bilal Boubred, la musique Chabi? Bon, moi et ma génération, on n'a pas eu la chance d'être à l'époque de Hadj Mohamed El-Anqa. Exactement, mais de temps en temps, on entend des morceaux sur la radio, ou bien quand on conduit. Et ça vous fait quoi de les écouter? Ça me fait plaisir et ça me rend fier dans mon pays. Très bien. Il y a aussi le jeune Karim Bouras qui fait de la musique Chabi qu'on a reçu hier sur le plateau. Il fait de belles choses dans le Chabi aussi. J'ai pas eu l'honneur de. Il y a beaucoup de jeunes aussi, pas seulement Karim Bouras. Mais j'ai remarqué aussi récemment qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes de cette génération qui s'intéressent au Chabi. Exactement. Et ça c'est intéressant. Beaucoup plus les Algérois. Je pense que le Chabi parle beaucoup plus aux Algérois. Surprise, Constantine. J'ai été jouer et chanter à Constantine un répertoire purement Chabi. J'étais choqué. Ils connaissent le Chabi. Je parle de la génération et les plus jeunes. Agréablement. Parce que pour moi, ils ont la tradition sacrée du Malouf. Pour moi, franchement, pour moi, c'était... Je vais jouer dans un endroit où le Chabi, c'est pas vraiment la tasse de thé quotidienne des gens. Pas du tout, Fatima Chalef. On a fait deux soirées de suite à Constantine. Et les gens sont venus, c'était un soldat. Il y avait un beau public constantinois et qui connaissait la musique Chabi, qui connaissait la Jmi Grouabi, qui connaissait Ammar Zahi, qui connaissait Kamal Msaoudi à fond. C'est incroyable. Et pour ça, hier, j'étais en train de dire à Karim Bouras que la prochaine étape du Chabi, c'est l'international, mais en bonne et due forme, sans aucun problème.
Peut-être Bilal qui est originaire de Constantine, peut-être qu'il est amateur de Malouf. Bien sûr. Bien sûr, voilà. C'est ça. Et encore une fois, pourquoi le Chabi et pourquoi le Malouf et pas le Chabi? Ça, c'est la diversité de l'Algérie. La diversité de l'Algérie fait que il y a des Algériens qui ont grandi avec un genre musical assez spécial d'une région. Et il y a des Algériens, par exemple, au sud qui écoutent le tergui, des Algériens à l'ouest qui écoutent du raï, des Algériens au centre qui écoutent du Chabi, à l'est du Malouf. Et c'est ça la beauté de l'Algérie. Oui, Lies. Je pense que je ne suis pas entièrement d'accord que Chabi se conjugue à travers toute l'Algérie. Exactement. Mosta, il y a de grands interprètes Chabi. Djidj Rossi, Mascara, Oran, Tindouf, Annaba, Bjaya, Tizi. Mais on chante aussi le Chabi. Ghardaya aussi. Donc, Hadou Kamel, le Chabi se conjugue à travers toute l'Algérie. Constantine, elle a une histoire particulière avec le Chabi, bien sûr. Vous le savez, il y a très très longtemps, quand il y a eu l'assassinat des musulmans du temps de l'époque coloniale, le Hajj Mohamed Al-Anqa, il était hors de lui. Il avait fait une composition spécifique qui racontait à peu près le fait divers sur place. On peut retrouver les années 30. Oui, les années 30, c'est ça. Et donc les Constantinois, ils étaient très très attachés à le Hajj Mohamed Al-Anqa, il a déjà séjourné à Constantine, à Naba Abjaya aussi, il ne faut pas l'oublier, il était très proche de Sadr Bjawi. Donc oui, le Hajj Mohamed Al-Anqa, il a eu le temps de semer un peu la graine populaire, Chabi, un peu partout. Et là, franchement, les fruits sont là. Lies Qsantini, vous êtes le commissaire du Festival culturel international du Malouf depuis déjà quelques années. Et là, j'imagine que vous êtes en train de préparer la prochaine édition, Inch'Allah. Alors, quel est le meilleur moyen, Lies, pour préserver... Y serez, Inch'Allah. Inch'Allah, avec un grand plaisir, Lies. Alors, quel est le meilleur moyen pour préserver la musique, la prestigieuse musique du Malouf? Bon, je vais dire une fois... on m'a appelé pour diriger le festival international. Le commissaire du festival international du Malouf est en procédurier. Je reviendrai à madame. Donc, il fallait inventorier et diagnostiquer la machine Malouf. Donc, on a donné une composante. Après, il fallait appeler des artistes les jamais les éditions passées. Il fallait donner la chance aux jeunes. L'édition 11, et vous étiez présente. L'édition 12, donc on a carrément appliqué le cahier de charge qui dit que c'est un festival international. Donc on a ouvert la brèche à beaucoup de pays. Donc on a ramené le Japon, on a ramené Naoko Yasu qui a interprété le Malouf pour la première fois dans sa vie. Donc vous imaginez avoir le Japon sur scène. Donc on est entré directement ou indirectement dans une phase de diplomatie culturelle. On a eu l'Iran, la Syrie, la Turquie aussi. La Turquie l'année précédente. On a eu la Russie, on a eu la Jordanie. Donc on est sorti carrément de la sphère et de la dimension arabo-andalouse. Parce que là, on est dans un process de transcription et de sauvegarde pour ensuite enregistrer le Malouf à l'UNESCO. Donc il y a des partitions. On est à 80% d'état d'avancement pour la transcription du Malouf, afin que mon rêve c'est de laisser derrière moi au moins le premier livre du Malouf, pour qu'ensuite on... Je parle des partitions, pas des paroles. Hein, c'est la transcription lyrique. D'accord. Transcription lyrique, donc c'est le lyrique, après c'est le solfège, c'est la clé de Do, c'est la clé de Fa et tout ce qui est arrangement horizontal et vertical. Donc il faut arriver à la phase lorsqu'il faut appeler les artistes étrangers. Prochainement il y aura l'Allemagne et l'Angleterre et les États-Unis, et vous savez que la seule langue internationale c'est bien la partition, n'est-ce pas? Donc il faut dorénavant il faut traiter peut-être. Traiter comme ça, carrément. Donc avec l'artiste, il faut envoyer la partition, lui donner un laps de temps pour préparer et ensuite passer à l'autre phase de l'entente pécuniaire ou bien représentative. Et est-ce que vous êtes en train de préparer la prochaine édition, Lies? On est en train de préparer la prochaine édition. Donc on a fini, c'était le 14-18 décembre, donc il n'y a pas longtemps qu'on a terminé. Donc on est en phase
en phase de Jalasat Taqiymiya fi Wizar Taqafa. Donc là, on prépare, il faut ouvrir la brèche aussi. On a ouvert la brèche pour même les associations et les artistes algériens. Avoir un Toufiq Aoun interprétant le Malouf, ça n'a jamais été fait. C'est vrai, on l'a jamais vu interpréter avoir le Malouf. Une Men El Gharbi. C'est vrai. Et Rim Haqiqi, ensuite clôturer avec Abbas Elri, avoir les 3 écoles. Moi, je suis dans cette phase-là. C'est de donner la chance. Parce que le Malouf, c'était Constantine et les villes limitrophes. Les villes qui s'abreuvaient tout le temps du Malouf de Constantine. C'était les familles constantinoises. Quoi? C'était les familles constantinoises qui ont transmis... Non, je parle des villes qui s'abreuvaient tout le temps du Malouf. Donc Constantine, c'est le Manara, c'est le pôle Malouf en Algérie. Donc la chaîne montagneuse, la chaîne andalouse, donc c'est Séville, بعد تلمسان c'est Alger قليعة بليدة ومن بعد Constantine بعد Tunisie Libye, c'est ça, la chaîne. Donc vous oubliez Bjaya. Bjaya, c'est Bjaya في الوسط. Et Amloul, on a eu Bjaya. Oui, on a eu Bjaya. On a eu Bjaya. On a fait en sorte de ramener Bjaya, parce que Bjaya est رجل في الموسيقى الأندلسية في صنعاء ورجل في المالوف. Donc on l'a eu et ils ont fait quelque chose de très 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 beau. Donc maintenant on ouvre aussi, on donne aussi la chance à beaucoup de villes. Pour moi, le Malouf ne doit plus être chanté uniquement à Constantine. Ça, c'est mon but. Moi, j'œuvre pour l'algérianité de notre patrimoine, patrimoine matériel et immatériel. Parce que si on continuera de laisser que les Constantinois interprétant le Malouf, donc les artistes, il faut donner. Donc pour moi, un sétifien qui a une belle voix ouvre droit pour interpréter le Malouf. Un Kabyle qui pourrait interpréter le Tergui, donc la tessiture vocale, c'est notre patrimoine. Il faut en être fier. Donc, faut pas se limiter à la région. Faut pas se limiter. Moi, je n'aime pas être limité, donc c'est pour ça que j'œuvre pour ouvrir les horizons à toute proposition et à tout artiste pouvant apporter quelque chose de bien pour notre patrimoine immatériel. Très bien, merci beaucoup Lies Arsanteni. On parle avec vous maintenant, Bilal, de votre domaine. Vous êtes chorégraphe, vous êtes danseur également. Vous faites quel genre de chorégraphie et de danse? Bon, je préfère d'être danseur. D'accord. Plutôt que chorégraphe. Degré, plutôt que chorégraphe, parce que avoir le plaisir d'être sur scène, c'est unique. Et, depuis 2011, j'ai commencé ma carrière. J'ai vécu plusieurs expériences. Quel genre d'expérience? Au début, c'était un peu difficile parce que j'étais amateur. Vous avez commencé à danser dans la rue comme Soul King, peut-être? Exactement. Oui, c'est ça. J'ai imaginé comme tous les que Algériens, ça a été le danseurs cas. algériens. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de moyens au début, mais au fur et à mesure, on a fait beaucoup d'efforts pour être là. Bien sûr. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant que professionnel en 2021. D'accord. C'était mon premier spectacle au sein du théâtre de Constantine. D'accord. On peut en parler. Qui l'a organisé, ce spectacle? C'était une idée au début. C'était l'idée de M. Hadi Guira, que je salue. C'est un ami à moi, de Constantine. Il m'a proposé un rôle principal dans une pièce théâtrale dans le genre de comédie musicale. Très bien. Le rôle a exigé un comédien danseur. Et comme on était amis depuis 2016, j'étais au théâtre amateur et j'ai eu la chance d'avoir un rôle, un petit rôle dans le feuilleton de Bimbadis. Très bien. Après, on a eu le contact et tout. Il m'a appelé pour le rôle et j'ai accepté. Bien sûr.
J'ai sauté sur l'occasion. C'était les vrais débuts. Bien sûr, c'était les vrais débuts. Vraiment. Instagram. D'accord. Il est époustouflant. Ah, très bien. Ah, Il a l'air j'ai très vu timide. les J'ai envie de vidéos. le faire parler. Il a l'air très timide. Il a fait mon Ah, clip de quand il danse, Sultana. il est pas timide. Ah, c'est hein. lui qui a fait le clip de Sultana. Il fallait commencer par ça. Hein. Voilà. La chanson Voilà. Sultana est magnifique. D'ailleurs, Ouais. on l'a diffusée ce matin à la radio. Ouais, Yes. et c'est lui qui a fait la danse, qui a fait Très la bien. chorégraphie, qui a ramené les danseurs. Et c'est un très beau clip. Ouais. Et Bilal, Bien sûr. vous avez un projet avec l'ONCI qui est en cours? Non, pas Non. du tout. C'était quoi, Nous, alors on parlait tout à l'heure de l'ONCI. Sur un projet. Qui ont été les leaders d'ailleurs des événements culturels surtout. Et espérons qu'ils vont revenir prochainement avec. Espérons qu'on verra Bilal lors d'un événement prochainement. Bien sûr. Pourquoi Moi, quand il y a un événement, quand il y a un spectacle, je rate pas l'occasion et je participe. Ce qui est beau dans votre danse, c'est que vous fusionnez plusieurs styles. On voit le hip-hop, on voit plusieurs styles. D'où vient cette inspiration? Chaque événement, chaque spectacle. Chaque fois, vous rajoutez quelque chose. C'est ça. Oui, bien sûr, mais quand on est dans un spectacle qui parle de la révolution algérienne et tout ce qui est Moujahidine et Tawra et tout, on utilise juste des techniques du hip-hop. Mais on garde toujours l'interprétation au premier degré que la technique. Très bien. Si les téléspectateurs ont envie de connaître votre compte Instagram, c'est comment s'appelle-t-il? Boubrad Bilal. Ah, il porte votre nom, Boubrad Oui, Bilal. Boubrad. Très bien. Donc, si vous avez envie de jeter un coup d'œil sur ce que fait Bilal Boubrad sur Instagram, eh bien, il porte tout simplement son nom. Alors, on marque une petite pause, mesdames et messieurs, et on revient juste après avec nos chers invités, Lies Qsanteni, Madame Yasmina Sellem et Bilal Boubrad. À tout de suite. Et on revient pour vous accompagner, chers amis téléspectateurs. Merci beaucoup de nous être fidèles. Un nouveau numéro de votre talk show Ramadan Prime en direct sur Al24 News avec nos chers invités, Lies Qsanteni, Bilal Boubrad et Madame Yasmina Sellem. Alors, Madame Yasmina Sellem, vous avez deux livres, Allah Ibarak. Alors, le parcours mémoire culinaire de l'Algérie et un deuxième livre, le couscous, racines et couleurs d'Algérie, tous les deux parus aux éditions ANEP. Est-ce qu'on peut en parler ce soir, Madame Sellem? Ben oui, parce que des livres, enfin, moi je suis fière de les avoir Bien écrits, sûr. parce que c'est ma façon de défendre le patrimoine de mon pays. Donc, pour le premier, écrire un livre, ça a été en lisant, parce que je suis quand même, je lis beaucoup. Et je demande à tout le monde de beaucoup lire parce que c'est ce qui est formateur. Et donc, après avoir beaucoup lu, chercher les histoires, les recettes que nous mangeons. Nous avons des noms particuliers parfois pour nos plats. Et on se dit d'où vient-il? Et quand vous faites des recherches, vous découvrez qu'ils viennent de très loin parfois. Parfois, ils viennent de chez nous. Et il y a des raisons pour que ce plat porte ce nom et cet autre plat porte tel autre nom. Donc, en faisant ces recherches, j'ai découvert des choses très intéressantes et je me suis dit, je ne vais pas les garder pour moi, il faudra que je les mette dans un livre. Donc, j'ai écrit ce livre, il est resté dans le tiroir plusieurs années. Et une année, Dieu a voulu... Non, pas moi. Moi, je voulais l'éditer avant, mais ça n'a pas marché. On me dit, on ne fait pas de livre de recettes. Enfin, les maisons d'édition n'aiment pas. Mais j'ai expliqué que ce n'était pas un livre de recettes. Je n'ai rien contre les livres de recettes Bien parce sûr. qu'ils ont un rôle à jouer. Mais la production intellectuelle d'un livre de recettes est beaucoup moindre que la production intellectuelle d'un livre historique ou d'un livre d'anthropologie. Et moi, ce que j'ai fait, c'était ça, l'anthropologie. Donc, ce livre a eu de la chance. Il a été édité par l'ANEP. Et il a eu beaucoup de succès. Moi, je pensais qu'il allait juste être lu, et puis c'est tout. Et en fait, le fondateur d'un grand concours international
de livres de cuisine, m'a contacté un jour et m'a dit « Votre livre nous intéresse, est-ce que vous voulez qu'il participe à ce concours ?» Donc cette fondation qui s'appelle les Gourmands Awards, ils ont 30 ans d'existence et ils ratissent très large dans le monde. Donc ils donnent la chance à tous les pays du monde de participer. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on participe, mais en fait, eux, ils ont décidé que ce livre fasse partie des livres. Donc ils l'ont mis dans 3 catégories. Pour avoir un prix. Ils l'ont mis dans la catégorie histoire culinaire, la catégorie cuisine méditerranéenne et la catégorie cuisine de chef. Comme moi, je l'ai toujours dit et je vous le dis encore aujourd'hui, je ne suis pas chef. Donc, je m'intéresse à la cuisine, je fais de très bons plats, mais je ne suis pas chef. Parce qu'un chef, c'est des critères bien déterminés, ce n'est pas n'importe qui est chef. Donc, il y a une forme. Vous êtes dans la recherche. Dans la recherche. Ouais. Et donc, oui, je sais cuisiner, je sais traiter un produit parce que je suis ingénieur agronome de formation, mais on ne peut pas se dire chef si on ne répond pas à plusieurs critères. Donc, moi, je ne réponds pas à ces critères. Donc je Quels sont ces critères selon Mme Yasmina Alors, Sellam? Un chef, c'est d'abord, c'est pas à 20 ans, on n'est pas chef. Donc moi, je vois autour de moi en Algérie que tout le monde est chef. Si on fait de la cuisine ménagère, on n'est pas chef. La cuisine, la gastronomie. C'est des chefs 2.0, c'est la nouvelle génération. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, être chef, c'est ces conditions-là. Donc, être bien formé en cuisine, bien cuisiner. Et connaître l'histoire. Connaître les histoires des recettes, connaître les produits, savoir en parler. Ça, savoir en parler, c'est très important. Et en dernier lieu, savoir diriger une brigade. Chose que je ne sais pas faire. Je sais parler d'un plat, je sais parler d'un produit, mais je n'ai jamais dirigé une brigade. Et je fais tout moi-même à la maison. Je ne sais pas déléguer. Donc, il y a un élément d'avoir votre restaurant et de le gérer à votre guise. J'ai une table d'hôte, mais je la gère à ma guise, mais pas un restaurant. Parce que je fais du produit de luxe. Donc, c'est en petit nombre, c'est des personnes qui ne viennent pas manger, mais qui viennent pratiquer un acte culturel. Quel genre de produits de luxe, Madame Sellam? La gastronomie algérienne, c'est des produits de luxe. Très bien. Mais il faut bien les faire. Donc ça, c'est très important. Et comment bien les faire? C'est appliquer les règles de la gastronomie universelle du monde à nos plats de grand-mère, à nos plats ménagers. On ne peut pas participer à un concours en faisant un plat comme l'a fait notre grand-mère. Ma grand-mère, je la respecte, je l'adore, elle m'a appris beaucoup de choses. Mais si je veux concurrencer des pays dans le monde, dans une cuisine gastronomique et universelle, il faut que j'apporte quelque chose à cette cuisine et j'applique ces règles qui sont universelles et qui ne changent pas. Combien d'exemplaires ont été distribués de vos livres, Madame Sellam? Moi, je ne connais pas, mais en tout cas, le premier livre, il a été édité 2 fois par la NEP et il est introuvable. Même moi, je ne l'ai pas. Voilà, donc... ça veut dire que c'est un énorme succès. Et il est très, très demandé, même à l'étranger. J'imagine, très bien. Donc, on est au-delà de la compilation des recettes. Non, ce n'est pas une compilation. C'est plus que ça. Non, un livre de recettes est une compilation de recettes. Mais un livre historique, c'est... Non, ça n'a rien à voir. La provenance, la provenance. Je comprends le choix de vouloir le mettre en plusieurs catégories, du coup. C'est normal. J'aurais aimé la catégorie cuisine algérienne ou gastronomie algérienne. Ouais. Alors, ils l'ont mis dans 3. Donc, chef, je n'étais pas un chef international, donc j'ai rien eu. Mais dans les 2 catégories qui restaient, il a eu le premier prix dans la catégorie histoire culinaire et il a eu le 3e prix dans la catégorie gastronomie méditerranéenne. Toutes nos félicitations. Ça, c'était en 2023. Madame Sellam, quelle est l'importance justement de promouvoir et de protéger notre patrimoine culinaire? L'important, c'est qu'il faut éviter que des recettes disparaissent. Et il faut en parler parce qu'une recette, on peut la trouver sur n'importe quel support. Mais l'histoire de la recette, il faut la trouver quelque part, dans un livre académique. Moi, j'ai écrit ces livres, c'est pour les Algériens surtout. Le patrimoine aussi, madame. Voilà, le patrimoine. Parce que si ce livre entre en université, si des jeunes chercheurs dans les universités trouvent, parce que j'ai reçu pas mal d'étudiants des universités d'Algérie qui viennent me dire, moi, je veux faire un mémoire sur l'histoire de la gastronomie algérienne. Et quand je vois leurs travaux, je vois que c'est très superficiel parce qu'il n'y a pas de
documentation. Et on ne va pas attendre qu'un étranger écrive sur notre gastronomie. Il faut que ce soit nous qui écrivions sur notre gastronomie et que nous la défendions. On ne peut pas... si, par exemple, il y a une auteure tunisienne qui a écrit un livre très intéressant, mais où elle oublie que l'Algérie existe. Et elle parle de la Tunisie, tel plat est tunisien et tout, alors que moi je suis contre ce fonctionnement. On ne doit pas dire que c'est algérien et que les autres n'ont rien fait. Non, tout le monde a fait sur Terre. Toutes les recettes appartiennent à tout le monde. Personne n'a créé et tout le monde a créé. C'est un patrimoine universel. Universel. Parce que l'homme préhistorique, parce que dans mon premier livre, je parle de la préhistoire depuis la création du feu, depuis que l'homme a maîtrisé le feu. Et là, les hommes... à cuire les aliments. Il a commencé à cuire. Comment il a commencé à cuire? On ne sait pas où. Est-ce que c'est à Babylone? Est-ce que c'est en Amérique latine? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est en Afrique? On ne sait pas. Donc, c'est l'homme qui a créé. Donc, cette création de l'homme, elle appartient à tout le monde. Et tous les hommes sur Terre, ils n'ont pas arrêté de voyager. Et donc, quand une ethnie ou quelques personnes d'une ethnie vont ailleurs, ils font des voyages, ils prennent leur savoir-faire avec eux. Et quand ils arrivent chez d'autres groupes humains, ils s'échangent les savoir-faire. Et quand ils s'échangent les savoir-faire, on ne sait pas qui l'a créé. Ça appartient aux deux. Merci beaucoup. Alors, nous avons un autre invité parmi nous ce soir. Il intervient en direct depuis Paris via Skype. Il s'agit du comédien Nidal Mellouhi. Bonsoir Nidal, marhaba bik, sahar mdanak. Bonsoir, sahar mdanak. Comment allez-vous Nidal Mellouhi? Ça va la baisse? Alhamdulillah, sahasiyamek, ça se passe bien Ramadan. Ça se passe bien Ramadan à Paris? Ça va, ça se passe bien, oui, très bien. Alors, c'est normal. C'est un petit peu difficile, mais on fait avec. Mais rassurez-moi, est-ce que vous êtes en famille ou vous êtes seul à Paris? Oui, je suis en famille. C'est super, c'est magnifique. Très bien. On fait ça ensemble. Alors, Nidal Mellouhi, vous intervenez avec nous ce soir en tant que comédien et vous avez participé dans le feuilleton Li Fetmet, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Oui. Alors, vous avez joué le rôle interprété le rôle de Saïd, c'est bien ça aussi? C'est ça, oui. On peut parler de cette expérience de Saïd dans le feuilleton Li Fetmet, Nidal? C'était une expérience très, très intense. En fait, on a tourné ça en 3 mois. Personnellement, je l'ai tourné en 3 mois. C'était très, très, très serré. C'était un rôle de composition. Genre un rôle central de l'histoire, de toute l'histoire. On a fait 15 épisodes. Il vient de se terminer, ça fait 15 jours que c'est terminé. Et vraiment, c'était un rôle très important qui faisait un peu faire marcher l'histoire de tout ce que je fais. Très bien. Alors, Lies Santani, vous également, vous avez participé ce mois de Ramadan dans 2 feuilletons distincts. Est-ce que vous avez vu le rôle de Nidal? C'était un seul. Binat al-Mahrousa. Vous avez vu le rôle de Nidal Mellouhi? Bon, je connais Nidal, c'est quelqu'un de très sympa, c'est un professionnel, j'aime bien ce qu'il fait. Il fait partie des comédiens qui ont porté ce projet. Comme c'est un comédien professionnel, donc il a véhiculé beaucoup de choses. Et il a été, au centre de beaucoup d'histoires. Donc, je le salue, je salue son effort, je salue son engouement. Très bien. Alors, Nidal Mellouhi, à part le feuilleton Li Fetmet, est-ce que vous avez pu suivre d'autres productions diffusées sur les différentes chaînes de la télévision? Oui, effectivement. Cette année, en fait, il y en a plein. Et heureusement, il y a pas mal de productions cette année. Presque, on peut dépasser la vingtaine. Alhamdoulilah, c'est tant mieux pour la télévision algérienne, les comédiens et l'art en général en Algérie. Et j'ai suivi quelques-uns. J'ai suivi un peu le Kharoussa, j'ai suivi un peu le Ba'a. J'ai pas encore tout regardé, mais je commence à découvrir un tout petit peu. Parce que après mon retour, bien sûr, j'ai eu un embouteillage de rendez-vous avec des réalisateurs, des producteurs, des castings et ainsi de suite.
Du coup, je n'ai pas eu trop le temps. Oui. Mais Inch'Allah, je vais bientôt commencer. Je termine juste mes rendez-vous. Inch'Allah, je vais commencer à les voir en long terme. Et que pensez-vous, Nidal Mellouhi, du drama algérien cette année sur les plans à la fois techniques et artistiques? Sincèrement, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on voit une certaine qualité dans le drama algérien, qu'on présente au public qui nous suit. Bien sûr, parce qu'un comédien ou un acteur sans public, des produits artistiques sans public, ça ne peut pas exister. Et heureusement, je suis très content de ces produits-là parce qu'on arrive à un certain niveau de technique dans le jeu, dans la technique de prendre les plans, de réaliser, on est dans l'univers, comment dire, dans la mondialisation, dans les productions qui sont vues dans le monde entier. Et alhamdoulilah, ce que je souhaite sincèrement, c'est que ces produits-là se font toute l'année. On a 12 mois dans l'année et on voit les feux algériens juste pour un seul mois, le mois sacré de Ramadan. Et sincèrement, pour moi, c'est regrettable. En plus, on prive le public algérien qui est goûteux de web. Il connaît un peu trop la qualité, les feuilletons turcs, syriens, dans le monde entier. Et nous, on ne peut pas lui offrir ça toute l'année. J'espère bien qu'on va offrir plein de produits, mais au cours de toute l'année. Inch'Allah. On va voir si Abdelmalek Belhaouchet il a une question pour vous. Tfadal Abdelmalek. Exactement. Moi, j'aurais une question pour Nidal sur les productions. Est-ce qu'il a un projet, par exemple, cinématographique, Nidal, en cours? Peut-être prochainement. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça sera politique. En Algérie, sincèrement, cette année, certes, ils ont donné un budget pour 12 longs métrages et quelques courts métrages, mais malheureusement, les budgets ne sont pas assez suffisants pour faire un très bon travail. Malheureusement, en Algérie, j'en ai pas, mais ici, oui, il y a quelques projets là qui vont s'enchaîner avril, mai, en juin aussi et en septembre prochain, Inch'Allah. Il faut rappeler qu'il a joué dans le biopic de l'Arbi Ben Mehdi, donc ce n'est pas rien. Oui, effectivement. À Bagdad, oui. Exactement, à Bagdad. Et j'ai adoré votre personnage et votre rôle et votre jeu dans le film de l'Arbi Ben Mehdi. Et c'est pour ça je voulais vous poser cette question. Est-ce que ça sera un film historique ou un film thriller, fiction, cette fois-ci? Cette fois-ci, ici en France, oui. Ça sera de la fiction. Ouais, ça sera de la fiction, c'est sûr et certain. Mais en Algérie, moi, j'étais honoré déjà d'interpréter le rôle de Baganda, qui n'était pas un rôle facile du tout. Mais apparemment, le public et les gens qui l'ont vu ça leur a plu, mon interprétation. Et heureusement, parce qu'on doit être fidèle à des personnes comme ça qui vont monter l'histoire de l'Algérie. J'avais déjà ailleurs interprété Ben Bella dans un produit France Télévisions, Krim Bakassim aussi, pour parler. Et celui-là pour espérant, et j'espère remettre cette expérience dans le cinéma algérien ou le cinéma algérien. Alors Nidal Mellouhi, vous êtes également un homme de théâtre. Le 4e art vous parle certainement beaucoup. Alors est-ce qu'aujourd'hui les planches vous manquent? Est-ce que le public vous manque? C'est sûr et certain. C'est le théâtre, mon premier amour. J'ai commencé ça en fin 86, début 87. Alors 1900, c'était l'autre siècle. Oui. Du coup, voilà, bien sûr. Et du coup, on est en pleine préparation avec une amie à moi, une collègue qui est comédien, qui a une compagnie. On est en pleine préparation d'un trio. Et Inch'Allah, il va voir le jour parce que après le passage du Covid,
Sincèrement, moi personnellement, j'ai fermé ma compagnie du théâtre Linel, qui s'appelle Théâtre Linel, ici à Paris, et d'autres compagnies aussi, malheureusement, ils ont fermé, des petits théâtres aussi. Alors ça reste difficile pour l'art vivant de produire et de monter des spectacles. Mais sincèrement, ça me manque beaucoup. Mais ça reste toujours, je donne toujours des cours de théâtre à des petits jeunes, à des enfants, à des adultes. Et tous les 3-4 mois, je monte un spectacle. Mais je ne joue pas trop, mais je mets la mise en scène et j'accompagne tous ces jeunes ou ces jeunes comédiens, si on peut dire, de s'épanouir sur les plans. Très bien, merci beaucoup Nidal Mellouhi. Je rappelle que vous étiez en direct parmi nous ce soir depuis Paris. Yatik Saha. On souhaite bien entendu beaucoup de succès à votre rôle de Saïd dans le feuilleton Li Fatma. Yatik Saha Nidal, merci. À très bientôt. Au revoir. Merci. Aïdak Moubarak aussi. Yatik Saha. Au revoir Nidal Mellouhi. Merci beaucoup. Alors, Liasr Santini, aussi une belle expérience ce mois béni de Ramadan avec le rôle de Zaïm dans le feuilleton Bnat al-Mahrousa. On peut en parler aussi avec vous? Je continuerai aussi sur l'annoncé de Nidal, c'est qu'on a gagné en termes de visibilité, on a gagné en termes de réalisateurs, de jeunes réalisateurs, porteurs de projets. Oui. Parce qu'il faut se rappeler que ça faisait 6 ans, 7 ans, on avait beaucoup de réalisateurs tunisiens, nos frères tunisiens venaient ici et travaillent ici. Maintenant, on a Oussama Koubi, on a Béchernin, on a Moussaoui, on a Walid Bouchbah. On a 9. Najib Oulbsir. Donc, il y a Oussama Koubi aussi. Koubi, donc Najib Oulbsir, Koubi, Chebah, Moussaoui. Youssef Mahsas aussi. Youssef Mahsas. Donc, gars, ils ont brillé cette année. C'est vrai. Donc, c'est bon, c'est une promo qui est en train, c'est pas 2.0. C'est 5.0. Donc, c'est une performance et je les salue. Alhamdoulilah, donc l'Algérie a gagné 5 réalisateurs qui pourraient éventuellement prochainement exécuter les œuvres accordées par le ministère de la Culture. Aussi, je parlerai de mon expérience pour le rôle de composition qui a été appelé Zaïm, ce quinquagénaire qui n'a pas réussi dans sa vie. Vous vous appelez Zaïm dans le feuilleton ou vous êtes Zaïm dans le feuilleton? En fait, je ne suis pas Zaïm. D'accord. Donc, vous vous appelez Zaïm. Le rôle que j'ai interprété n'a rien de Zaïm. C'est quelqu'un qui ne réussit pas dans sa vie, ni dans la scolarité, ni rien, ni dans le mariage, ni dans les affaires, ni rien du tout, et qui se retrouve au fil des années taxieur et infiltré dans une bande et qui découvre à l'âge de 50 ans le TikTok. Sachant que Liasr Santini n'a pas de TikTok. Et c'est ça, la beauté de ce personnage, c'est que c'est un TikToker qui est assez âgé et que vous qui a peur de se marier pour ne pas perdre pour ne pas perdre sa mère, communauté TikTok, qui veut pas toucher à la liberté de sa mère parce que sa mère est un peu malade, lui c'est pas un bonhomme aisé. Donc il ne faut pas ramener une femme à la maison pour ne pas avoir de problème. C'est quelqu'un qui fuit les problèmes et qui s'appelle Zaïm et qui est infiltré dans toutes les anomalies et tous les problèmes de la bande avec Hassani, avec Shana, avec Akram Djihim. C'est quelqu'un qui est infiltré partout et qui sème la pagaille partout. C'est quelqu'un qui n'a pas de parole, qui n'a pas de retenue, qui ne mesure pas la gravité des choses. Alors le TikTok prend une plus grande partie de la vie de ce personnage. Vous, Liasr Santini, vous dites ne pas avoir TikTok. Vous avez fait comment pour je ne connais pas je ne connais pas Vous avez fait comment justement pour apprendre ces mimiques? J'étais tout à l'heure sur l'Instagram, comment avoir beaucoup d'abonnés. J'étais en train de lire, de m'initier à l'Instagram. Je suis un peu donc c'était très loin vieux de jeu. votre réel personnage. Je ne sais pas vieux jeu, mais je suis pas trop. Vous n'êtes pas à 2.0 tout simplement. Je suis 1.0. Mais le TikTok, je n'ai pas de TikTok et je ne veux pas avoir de TikTok. Donc c'était un défi. Un défi, c'est un rôle de composition parce que Madame Fatima le sait. Donc 14-18. Donc avant le 14 décembre, j'étais fait préparation de 4 mois sans arrêt, l'île au Nahar. بعد ندخلوا فيستيفال on exécute le festival والحمد لله ربي قدرنا من الفيستيفال في الليل كي نكمل لا سواري في الليل ندخل
للدار ونجبد لي تكست ونحفظ وسيت ان رول ان بو امبورطون وين باغ جورني je frôlais les 5 séquences, les 3, 5. Donc c'était en plus نلعب مع de grands noms, par exemple مع سكوشي, مع خساني, مع سهيلة معلم, مع شكون تاني نسيت. Très bien. Et Tani, je dirais aussi que je suis ici pour saluer les efforts qu'a fourni Oussama Koubé et toute son équipe et la performance inégalable de tous les artistes. Et je saluerai un ami qui a crevé l'écran. Et c'est quelqu'un c'est un comédien hors norme. Et c'est quelqu'un les Unsifa Fahad Sibak Ramadani. Je nommerai le grand comédien, le talent et incommensurable Monsieur Akram Jarim que je salue. Très bien. Merci beaucoup Elias Santini. Vous avez parlé de la jeunesse tout à l'heure et on a envie de vous faire découvrir un jeune talent. Il s'agit du chanteur et comédien à la fois Oussama Djorouro. On le découvre dans ce portrait. Il est de Annaba. Le portrait signé Fellah Layli. يا فرحنا إن شاء الله يدوم يا تتلام تفرح معك جميع الحبايا ساقني Oussama Djorouro. J'ai 28 ans, chanteur et acteur de théâtre. J'ai commencé l'art très jeune. Mes oncles sont musiciens et ma mère chantait aussi de la musique andalouse. ساقني كأس الهوى من الحب صافيا ساقني J'ai découvert mon talent dès mon jeune âge et je l'ai développé en écoutant de la musique et en apprenant à connaître des artistes qui m'ont ensuite encouragé à poursuivre dans ce domaine. Je chante du malouf moderne, du malouf traditionnel et de la musique orientale. J'ai récemment participé à des concours musicaux à Annaba où j'ai remporté plusieurs prix. J'ai récemment participé pour la première fois à un casting au théâtre régional Azdin Medjoubi à Annaba. Après, le metteur en scène Habbal Boukhari et son assistant Kamal Rouini m'ont découvert et j'ai eu l'opportunité de jouer un rôle très important dans la pièce Le Barbier de Séville. Nous avons de grands musiciens et artistes à Annaba tels que Hamdi Bennani, Mbarek Dakhla et Mohamed El-Kourd. Tous ces artistes sont considérés comme des modèles pour les jeunes qui peuvent s'inspirer de leurs expériences. Nous espérons être une relève de ces artistes pour préserver ce genre musical dans notre pays. يا باهي الجمال جد لي بالوفا Et merci beaucoup de nous suivre sur Al24 News avec ce nouveau numéro du talk show Ramadan Prime. Le débat continue avec nos chers invités juste après cette courte pause publicitaire. Ne bougez surtout pas. Et on revient, les amis, toujours avec nos chers invités. Bilal Boubred, plutôt danseur, je ne vais pas dire chorégraphe. Est-ce que vous êtes en train de préparer une scène pour très bientôt? Bon, j'ai un texte à proposer prochainement, si Dieu le veut, au sein du TANA, Théâtre National.
Mahidine Bachtarzi. Oui, c'est toute une conception plutôt qu'un texte qui parle sur le féminisme et les tabous qu'il y a dans la société envers la femme, mais d'une façon un peu différente. On va traiter ce sujet différemment. Si vous ne voulez pas tout dévoiler, ne dévoilez pas tout, hein? Bien sûr. Très bien. On ne peut pas. Oui. Pour le moment. Non, pas encore. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous avec monsieur le directeur du TNA. Donc c'est en préparation. Exactement. Monsieur Yahyaoui, alors Monsieur Yahyaoui, si vous nous regardez ce soir, il faut recevoir Bilal Boubredda, certainement avec un très beau projet au Théâtre National algérien Mahidine Bachtarzi. Bilal Boubredda, est-ce que la danse contemporaine en Algérie est en train d'évoluer? Est-ce qu'il y a une jeunesse qui veut faire évoluer la danse contemporaine? Trop même. Il y a même des... on a une étape où les gens ils diront une carrière carrément dans l'art de la danse, bien l'art de la chorégraphie. Récemment, on a eu beaucoup de chance avec des chorégraphes étrangers ici en Algérie. On a eu des formations, des formations, des ateliers aussi. Exactement. On travaille avec. On a eu une formation avec l'Institut français. Il y en a aussi un chorégraphe. Des masterclass peut-être avec des artistes qui viennent en Algérie. Il y a un chorégraphe qui a organisé un masterclass sur Oran aussi. Donc un peu partout dans le territoire algérien, pardon. Moi, par exemple, j'aurais aimé qu'il nous fasse quelques pas. Oui, j'étais en train de penser à ça. Malheureusement, j'ai une blessure dans ma main gauche, mon pied gauche, pardon. D'accord. Alors Bilal, est-ce que pour faire de la danse moderne, il faut d'abord passer par la danse classique? Oui, la danse classique, c'est la base. C'est obligatoire. Hein? Exactement. Lorsqu'on parle de la danse contemporaine est inspirée de la danse classique. D'accord. C'est comme les peintres qui font dans l'abstrait, par exemple. Exactement. Il faut qu'ils maîtrisent justement l'art figuratif. Exactement. Ouais. Donc il faut maîtriser la base pour pouvoir développer. Non, loin de ça. C'est pour pouvoir augmenter dans le niveau et le savoir. Très bien. Alors, Lies, tout à l'heure, vous avez parlé d'un talent. Il s'agit de Akram Djerim. Pourquoi il vous a marqué ce mois béni de Ramadan? Parce que je dirais en toute sincérité que toute l'équipe de Bnat al-Mahrousa a assuré de par leur... Je crois qu'il a joué le rôle de Sami, c'est ça? De Sami, oui. Mais c'est un rôle qui m'a marqué. C'est quelqu'un qui me... C'est un ami, c'est un copain où j'ai suivi tout le long de son parcours dans l'actorat. Donc la performance de Akram Djerim Sna est vraisemblablement incontournable. Pour moi, Akram Djerim Sna a fait la différence. Très bien, j'espère qu'on l'aura prochainement sur notre plateau. Pour ce qui est de Bilal Boubred, qui a honoré le clip de Sultana. Étant commissaire du Festival international du Malouf, je vous invite à déposer une proposition pour l'ouverture de la 13e édition. Magnifique. Voilà. Alors vous acceptez Bilal, là tout de suite. Hein. Il doit soumettre une proposition au commissariat comme on est censé encourager les jeunes porteurs de projets. Moi, je peux commenter la carrière magnifique, fulgurante de Bilal Boubred. J'ai pu lire dans une interview réalisée en 2021 par Faisal Mataoui, où il revient avec beaucoup de précision sur sa carrière. Alors entre 2011 et 2021, c'est-à-dire vous avez le cycle classique de 10 ans, le mec, il a vraiment réussi à se transformer tout seul, car on a tendance à oublier l'effort des gens autodidactes. Il est autodidacte. Et même comme ça,
Et il n'est pas tombé dans le piège de dire ouais, la danse classique, attends. Non, il est resté très respectueux. Oui. Il est dans une certaine humilité qui lui permet, exactement, qui lui permet d'avancer. Et je lui souhaite tout le succès parce qu'il le mérite en fait. Merci. En fait, de base, je suis danseur de rue. Oui, j'ai vu ça. Et vous êtes les meilleurs, hein. Effectivement. Oui, c'est ça. C'est ceux qui commencent dans la rue. Oui, exactement. Dans le conseil auquel j'appartiens, le Conseil national des arts et lettres. Oui. On nous a instruit dernièrement pour donner les cartes aux artistes de la rue. Oui, c'est très important. Il y a un grand chapitre qui est destiné carrément aux artistes interprètes. Vous êtes interprète aussi. Oui. Il faudra leur dire aussi de se bouger sur le site, hein, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. À l'époque, l'UNAC, j'étais chargée des affaires sociales, donc je délivrais aussi les cartes. Ça remonte aux années 80-90. Je suis venu en tant qu'artiste... comédien et commissaire de festival international. Puisque vous dites que vous faites partie de cette commission. Je suis président de la sous-commission de la carte d'artiste au Conseil national des arts. Voilà, donc il y a beaucoup d'artistes qui viennent, qui me demandent, je ne sais même pas comment Ils n'ont qu'à postuler au niveau du site. Ministère de la Culture. Après, il y a Artfun. Ouais. C'est la plateforme Artfun. Ouais. Et on prend les dossiers rapidement et on les traite très, très rapidement. Très bien. Abdelmalek Belhaouchet, vous vouliez tout à l'heure revenir avec Madame Yasmina Sellam. Avec Madame Yasmina Sellam, qui est originaire de Mila, une ville qui a une très grande histoire en Algérie, et surtout avec l'Empire numide algérien, l'association numide. On a la chance aussi d'avoir Esqsanteni et Karim, je vous ai appelé Karim Bilal Boubred, qui sont tous deux issus de Constantine, Sirta, la capitale de la Numidie. Yasmina, vous m'avez parlé d'un plat qui remonte à la Numidie. C'est lequel ? Justement, Yasmina va nous parler justement de ce plat. Je pense que c'est la plus ancienne recette écrite d'Algérie, puisque la Numidie, c'est l'Algérie, même si certains historiens essayent de tricher un petit peu, mais c'est pas grave, on va pas leur en vouloir. Donc la Numidie, c'est l'Algérie, et cette recette, c'est le poulet à la numide. D'accord. Le poulet à la numide, c'est, je ne sais pas si il a été créé en Algérie et qui a été copié à Rome, ou si c'est le contraire, je ne sais pas. Mais en tout cas, le nom veut dire que ce poulet a la manière de la Numidie. Et c'est le cuisinier de l'empereur Tibère de Rome qui, quand il est en manque d'inspiration, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait le bateau, il venait en Numidie, prendre des produits et s'inspirer. Donc, est-ce qu'il s'est inspiré de ce plat qu'il a trouvé en Numidie ou est-ce qu'il l'a créé? On ne sait pas. Mais moi, je le revendique pour l'Algérie parce qu'il s'appelle le poulet à la numide. La Numidie, c'est l'Algérie et pour moi, c'est la plus vieille recette écrite d'Algérie, donc à peu près 25 ans après Jésus. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que comme l'architecture est un élément de civilisation, tout comme, par exemple, l'art, la culture, la gastronomie aussi est un élément de civilisation. Complètement. Oui. C'est un élément de civilisation. C'est une partie de notre identité. Et même si parfois il y a des recettes qui nous viennent d'ailleurs, c'est pas grave. Les hommes se sont échangés, se sont inspirés les uns des autres. Mais quand elles nous viennent de très loin, nous leur donnons une vie chez nous. Et alors, on les transforme avec nos ingrédients et notre façon de faire, même si l'origine est lointaine, mais le plat devient algérien. Donc, il devient algérien parce qu'on le fait à notre façon, avec nos produits de notre écosystème. Exactement. Alors, vous avez montré la cuisine constantinoise ? Comment ? Justement, j'allais lui poser cette question. Toujours la cuisine constantinoise, vous l'avez... Oui, moi je fais de la cuisine de toute l'Algérie. Donc, la cuisine constantinoise, il y a Tagine Ben Bakir. Oui. Et d'ailleurs, Lies s'appelle Lies Ben Bakir. Je ne suis pas d'accord avec les histoires racontées par les personnes qui vous disent on vous fait Ben Bakir. Parce que Ben Bakir, c'est vrai, c'était un personnage, Waqt le Bey. Il y a un Dey Ben Bakir, il y a un cuisinier, le cuisinier attitré du Grand Dey. Exactement. Mais la création de ces recettes, on n'est jamais sûr. Moi, je dis que ce plat est numide parce que le Gavicius l'a peut-être créé, mais il l'a peut-être aussi copié. Donc, on n'est jamais sûr de qui a commencé. Mais ce qui est sûr, c'est... Ça s'appelle... Voilà, il y a le titre. Donc, quand on veut parler
de l'histoire de la gastronomie algérienne, il faut analyser les noms des plats. Il faut analyser les ingrédients. Par exemple, le poulet à la numide, il ne peut être que algérien parce qu'il y a des dates dedans. En Italie, il n'y a pas de date. À Rome, il n'y a pas de date. La numidie, c'est l'Algérie. Donc, il faut analyser et le nom du plat, et les ingrédients qui le composent, et la date ou la première mention dans des documents. Et moi, je ne suis pas d'accord quand on me dit les fouilles archéologiques nous disent que les fouilles archéologiques ne nous donnent que des hypothèses. Donc, c'est l'écrit qu'il faut croire. Et donc, la première mention du poulet à la numide, c'est ce grand livre d'Apicius. Donc, on le croit, c'est écrit. Et justement, est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, des tablettes qui remontent à l'époque romaine ou numide, des tablettes qui contiennent des recettes? Est-ce qu'on trouve ça? Alors, les tablettes algériennes, moi, je reproche toujours aux numides, ils n'ont rien écrit pour nous. Par exemple, vous voulez connaître la vie de Massinissa, vous êtes obligé de lire des documents romains. Et les Romains, quand ils écrivent de Massinissa, malgré qu'ils vont lire de belles choses, mais c'est quand même des ennemis. Et ça peut relever du subjectif. Exactement, du subjectif. Mais nous, on ne nous a pas laissé d'écrire. Comme les films westerns. Voilà. Je vais vous dire, Yasmine Assellam, il y a eu la colonisation française qui a effacé justement ce passif numide, qui a voulu, effacer l'histoire numide de l'Algérie, comme quoi l'Algérie, avant la France, c'était rien. Or, l'Algérie, avant la France, c'était l'une des plus grandes civilisations dans le monde. Dans le monde, je dis bien dans le monde. C'était la plus grande, et je le dis, et je pèse mes mots. La civilisation numide. Regardez les vestiges de cette civilisation à Batna, regardez les vestiges de cette civilisation à Constantine, Cirta, et vous allez comprendre que, architecturalement parlant, historiquement parlant, on était puissants, nos ancêtres étaient puissants. Mais on n'a pas de documents. Mais les Numides ne nous ont pas laissé de documents. Par contre, vous avez parlé de tablettes. Il y a des tablettes, on les appelle les tablettes de Yal. Ces tablettes, elles ont existé à Babylone. Et là, il y a 45 recettes qu'on peut faire maintenant. Et parmi ces recettes, il y a l'ancêtre de la baklawa. Donc ce feuilletage farci de fruits secs et arrosé de miel. Donc personne n'a créé la baklava, elle existait déjà. Juste un mot, justement pour les tablettes et les archives de la Numidie qu'on n'arrive pas à trouver. Nous allons juste passer à un autre VTR pour continuer de faire ce beau voyage en Algérie. Alors s'il vous plaît les amis, on va vous proposer tout de suite de faire une visite du côté du Musée national de la calligraphie islamique de Tlemcen, un établissement culturel unique qui célèbre l'art de la calligraphie islamique dans toute sa splendeur. Une visite guidée vous est proposée ce soir par Mohamed Wali Ben Chaban. Tlemcen, centre d'art et de savoir. Les passionnés de l'art islamique pourront admirer des chefs-d'œuvre au Musée national de la calligraphie, autrefois appelé mosquée de Sidi Bel Hassan. La mosquée dont on considère à Tlemcen qui a été une des plus belles mosquées de Tlemcen, d'abord parce qu'elle est royale, parce qu'elle fut fondée par Abou Saïd Othman, on est à peu près au XIVe siècle, et il va la construire uniquement pour la famille royale. Donc elle était, seul le roi et sa famille étaient habilités à venir faire ses prières, faire ses rencontres ici dans cette mosquée. La mosquée porte le nom d'Abou Hassan Ben Yakhlef al-Tinessi, un savant du règne des Iyanides. Il va la construire d'une manière incroyable, donc avec d'une beauté. Il va beaucoup se prendre des exemples, c'est-à-dire se motiver sur ce qui était arabo-mauresque, ce qui était arabo-musulman. C'était l'Andalousie aussi. À travers une série d'expositions, le musée offre une immersion dans cet art délicat en présentant des œuvres réalisées avec diverses techniques de calligraphie. La calligraphie monumentale, c'est une appellation nouvelle. C'est une stylisation de la calligraphie. Mais tout ça, ça nous vient de Al-Shakl Arabi. Le mihrab, pièce centrale de la mosquée, incarne la beauté et la richesse de l'art islamique. Décoré avec une finesse exceptionnelle, il marie harmonieusement le marbre, le plâtre et la céramique. Eh bien, dans le mihrab est inscrit qui a construit et par qui elle fut construite cette mosquée. On va quand même laisser cette inscription qu'on a juste en place.
Voilà. Mais elle va garder ce nom très longtemps. Il contient parmi les plus beaux mihrab au monde islamique. Et il contient 3 décors aussi, les décors de palnat, double entrelacs, palnat simple, nervée, avec des trèfles, beaucoup de palnat. Elle contient aussi plusieurs décors géométriques, notamment les rosaces, 16 angles, et elle contient aussi de la calligraphie. Les visiteurs peuvent découvrir une collection impressionnante de manuscrits anciens, de copies du Coran, ainsi que des instruments de calligraphie. Les Algériens nous ont dit qu'il fallait absolument venir à Tlemcen pour visiter, comme quoi c'était une très jolie ville et c'était un immanquable. Donc on ne pouvait que passer par Tlemcen pendant notre périple en Algérie. On est allé voir le mausolée de Sidi Boumediene et avec la mosquée et la médersa juste à côté. Et c'était magnifique et il faut vraiment y aller parce que c'est authentique. Tlemcen, avec son riche passé artistique et historique, profondément marqué par les influences andalouses et zianides, offre un cadre idéal pour un musée consacré à la calligraphie islamique, un art intemporel qui unit le passé et le présent. Merci beaucoup Mohamed Wali Ben Chaban. Alors maintenant une question pour vous tous les amis. Ne faudrait-il pas aujourd'hui avoir un musée pour l'art culinaire par exemple avec vous Imen? Oui, je pense que ce serait une bonne idée pour pouvoir justement... L'art culinaire algérien, il faut algérien, le préciser. Oui, justement pour pouvoir rejoindre ce que dit Madame Yasmina, pour justement perpétrer un peu notre patrimoine et le laisser aux générations qui arrivent, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas notre patrimoine culinaire qui est très riche. Des livres tels que celui de Madame Yasmina peut justement contribuer à connaître notre patrimoine, même si moi je reste quand même un peu sceptique pour ce qu'on vient de dire, donc l'authenticité justement de ces recettes. Comment peut-on dire que c'est réellement des recettes algériennes ou pas? En fait, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez écrit un livre, peut-être que quelqu'un d'autre va venir et va à une autre conviction et va dire mais pourquoi vous dites que ce plat-là est algérien? Peut-être qu'il est né ailleurs. Moi, je ne dis pas que c'est algérien. Oui. Moi, je ne dis jamais rien. Parce que moi, je suis une intellectuelle. Oui. Je ne prends pas position. Moi, je donne des éléments dans mes livres et je laisse le lecteur décider. Pour le couscous, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné des éléments d'histoire. Mes livres sont très, très, très bien documentés. Je donne une liste bibliographique très longue. Et donc, là, il faut qu'on fasse la différence entre les légendes que nous racontent nos grands-mères et la vraie histoire. C'est deux choses totalement différentes. Les légendes sont bien pour le folklore, mais l'histoire, et moi par exemple, le livre du couscous qui l'a préfacé, c'est Abdelrahman Khalifa qui est archéologue et qui est historien. Et il est d'accord avec tout ce que j'ai raconté. Pour la petite histoire du couscous, c'est quoi la petite histoire du couscous? Je ne peux pas vous la raconter maintenant parce qu'on est en fin d'émission. Il faudra Donc vous nous invitez à acheter le livre. Ah ben, j'espère que vous allez le faire. Ça m'a fait maintenant. Mais surtout le couscous à la rose. Je suis vraiment intriguée. Mais avant, j'aimerais revenir sur un mot que vous aviez dit dernièrement sur une interview. Il faut savoir que je vous suis, que je suis fan. Merci. Donc vous aviez dit un mot, et moi je suis très attachée à nos traditions. Vous aviez dit j'ai voulu enlever la poussière sur des recettes de nos grands-parents. C'est ce que vous faites avec vos livres. Donc, et vos livres ne se contentent justement pas de recettes. Vos livres explorent vraiment en profondeur. Ils donnent des références, les origines des plats, les ustensiles utilisés. Mais moi, je voudrais poser toute une autre question. Comment ça se passe, cette documentation et la collecte d'informations? J'imagine que c'est un travail très délicat, méticuleux. Long, très très long. Ça vous a pris combien de temps de passer 2 mois pour une information? Parce que je ratisse très large pour donner une vraie réponse dans mes livres. Mes livres sont là pour les Algériens d'abord et pour les étrangers. Pour les Algériens, pour que quand ils veulent parler de la gastronomie algérienne, qu'ils soient fiers et qu'ils disent voilà des documents anciens. Exactement. Et la chronologie. Un livre qui est sorti en 1100,
nous donne des informations. Si des informations viennent après, c'est celui-là qu'on doit prendre en compte parce que... Donc on revient à l'histoire. Donc une chronologie. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Moi, c'est scientifique et c'est académique. Si je donne une information, tout le monde peut aller la vérifier. Très bien. Je vous dis tel livre, il a dit telle chose, je l'ai dit. Moi, je ne dis rien. Et je n'ai pas le droit de dire parce que je suis une intellectuelle, je donne juste une matière. Très bien, Madame Selam. Nariman, Fadli. Vous appelez ça l'éthique? Voilà, c'est une question d'éthique. Merci beaucoup. Donc, respect. Voilà. Respect. Complètement. Parce que j'ai lu votre ouvrage. J'ai lu aussi Le plat du partage de Leïla Boukli qui est paru durant les années 90-2000 et je trouve qu'il vient en complément. Je trouve qu'il y a justement une suite. Hein. Et bon, c'est vrai que les livres de recettes, ça sert dans les cuisines, mais des livres tels que ceux-là, ce sont des livres d'histoire tout court. Tout court, complètement. Ce n'est pas les mêmes lecteurs, je pense. Je voulais vous rendre hommage à vous, rendre hommage à Leïla Boukli et à tous ces chercheurs. Très bien. Parce qu'un livre de recettes est un livre de recettes. Lies Ben Bakir, je vous reviens maintenant avec... Très bien, mesdames, s'il vous plaît. Alors, Lies Ben Bakir, est-ce que vous êtes en train de préparer une scène prochainement, maintenant que vous sortez du feuilleton Bnat al-Mahrousa, du rôle de Zaïm ou de Zaïm, tout simplement. Est-ce que vous avez envie de faire une scène avec votre public, que ce soit à Constantine ou à Alger ou dans une autre ville? Je suis en train de préparer une scène, mais ce n'est pas une scène purement lyrique. D'accord. Donc, je suis en train de voir avec des amis afin qu'ils m'écrivent un one-man show très bien. mixé avec des chansons que j'ai écrites et composées. Une comédie musicale? Non, c'est un one-man show personnel, donc qui racontera ma vie avec toutes les chansons que j'ai composées. Donc, ce sera un récapitulatif purement Lies Ben Bakir. Oui. Et ça sera, j'imagine, votre première expérience dans ce sens. C'est comme un stand-up mélangé à de la musique. On verra que Lies Ben Bakir sur scène. Oui, ça me tenait à cœur parce que faut dire que ça fait quand même une année que je n'ai pas chanté d'art, donc je compose, mais j'ai été pris par beaucoup d'entités, de projets, d'engagement. Donc là, je termine Zaïm, donc je me repose un petit peu. On la salue, j'espère qu'elle nous regarde ce soir. Inch'Allah ya Rabbi. Et en ce qui vous concerne, Bilal, des projets en tête que vous aimeriez réaliser, à part le projet que vous avez envie de proposer au Théâtre National Algérien Mhidine Bachtarzi? Pour le moment, je suis en train de construire un projet, une compagnie de danse qui est aussi qui fait des formations à long terme et à court terme. Mais c'est un peu délicat de le mettre en place pour le moment. Très bien. J'espère beaucoup de belles choses pour vous également, Bilal Boubrad. Madame Yasmina Salem, un autre livre très bientôt, Inch'Allah. Il est en préparation. D'accord. Il portera sur quoi? Non, on ne va pas vous dire. D'accord. Ça sera la surprise. Exactement. Toujours avec les éditions ANEP, j'imagine qu'ils vous ont toujours soutenu. Ça dépend de l'éditeur qui le prendra. Mais je voudrais dire, avant de vous quitter, que le livre sur le couscous est candidat à un prix international, magnifique. Le même prix. Voilà. Et l'annonce des résultats se fera en juin 2025 à Lisbonne, au Portugal. Et mon livre est finaliste. Inch'Allah, ya Rabbi, vous allez avoir le prix. Déjà qu'il soit finaliste, on vous applaudit et j'espère beaucoup de belles choses pour vous également. Merci beaucoup, Madame Yasmina Salem. Bilal Boubrad Lies Ben Bakir aussi, on a été ravis de vous accueillir ce soir. Merci Abdelmalik Laouchet, Zaki Miroubi, Nariman Sadouni, Imen Merad et Samar Hamadi. J'ai été heureuse de vous retrouver ce mercredi et jeudi. Mes chers amis téléspectateurs, merci beaucoup de nous suivre comme tous les soirs, du dimanche au jeudi, en direct sur Al24 News. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouvera Inch'Allah pour l'émission en arabe dimanche prochain. Bqaw ala khair et saha. Saha saharkom, bqaw ala khair.